Au cœur d'un Moyen-Orient sous haute tension, la bataille ne se joue pas seulement en mer, mais aussi dans le récit officiel. D'un côté, Washington proclame un coup de maître. De l'autre, Israël tempère brutalement l'enthousiasme. Les sous-marins iraniens deviennent l'élément clé de cette équation explosive, alors que la région frôle un seuil critique jamais atteint auparavant. Sur Truth Social, le président américain a revendiqué la neutralisation totale de 9 navires iraniens lors d'une frappe stratégique d'envergure, une démonstration de force présentée comme décisive. Pourtant, les cercles sécuritaires israéliens et plusieurs médias hébraïques dressent un tableau bien moins spectaculaire. Jusqu'à preuve du contraire, un seul bâtiment, une frégate de type Jamaran, aurait sombré dans le port de Chabar. Ce décalage saisissant soulève une interrogation dérangeante. S'agit-il d'une erreur d'évaluation ou d'une amplification politique soigneusement orchestrée? Le tout se déroule dans le cadre d'une campagne militaire ouverte baptisée Opération Epic Fury, une offensive conjointe ciblant directement le régime de Khamenei. Frappes aériennes massives, missiles de croisière tirés depuis des destroyers et des submersibles américains. L'objectif affiché, atteindre en profondeur les infrastructures iraniennes et envoyer un message sans ambiguïté. Cependant, la réalité sur le terrain indique que la marine iranienne conserve toujours une masse critique de ses capacités, d'autant plus qu'elle s'appuie sur des ripostes de missiles balistiques et hypersoniques qui ont effectivement ciblé le porte-avions Lincoln avec 4 missiles, le poussant à se retirer de ses positions en mer d'Arabie afin d'éviter des dommages encore plus graves et dévastateurs. L'examen minutieux des détails de cette confrontation révèle que l'annonce américaine, intervenue en mars, manque jusqu'à présent d'une liste nominative précise des 9 cibles revendiquées. Car le commandement central américain, CENTCOM, n'a publié aucune donnée détaillée précisant les noms des autres navires ni leur lieu de naufrage, à l'exception de la frégate Jamaran, qui est considérée comme l'une des unités les plus modernes de la flotte iranienne. Équipée de missiles anti-aériens et anti-chars, cette frégate a été surveillée par satellite lors de l'impact direct, alors qu'elle était amarrée dans le port de Chabar, dans le golfe d'Oman, ce qui représente un coup moral, mais ne s'élève pas au niveau de l'élimination de la force navale iranienne, comme le promeut le discours politique à Washington. En revanche, des rapports non confirmés indiquent qu'une autre frégate, plus ancienne, de la classe Al-Vand, a été touchée dans le port de Konarak, où d'épaisses colonnes de fumée ont été vues s'élever de la zone. Mais le mystère plane toujours sur le sort des 7 navires restants dont Trump a parlé, mettant ainsi la crédibilité des rapports de défense à l'épreuve face à la vision israélienne. Israël considère que l'amplification des résultats constitue un danger susceptible de conduire à un relâchement sécuritaire au moment où Téhéran se prépare à des ripostes sismiques s'appuyant sur l'arme des sous-marins et des vedettes rapides suicides, lesquelles représentent un véritable cauchemar pour la navigation dans le détroit d'Ormuz. La scène militaire actuelle dépasse le simple engagement naval pour s'étendre à une campagne de destruction globale ciblant les centres de commandement et de contrôle, ainsi que les entrepôts de soutien militaire. Des sources de renseignement ont confirmé que le quartier général de la marine iranienne, dans le golfe d'Oman, a été complètement détruit lors d'une attaque séparée, probablement survenue dans la zone stratégique de Bandar Abbas. Cependant, le silence iranien concernant les pertes humaines et la dépendance du corps des gardiens de la révolution islamique à l'égard de déclarations succinctes axées sur la vague rouge des ripostes de missiles indique l'adoption d'une stratégie d'usure. À long terme, la partie iranienne ne se contente plus de se défendre, mais est passée à l'attaque contre des centres de renseignement et des complexes industriels de communication appartenant à l'armée israélienne, considérant que ces opérations constituent une réponse naturelle à ce qu'elle a décrit comme des agressions conjointes américano-israéliennes. Dans ce contexte, il semble que l'entrée de puissances internationales telles que la Grande-Bretagne et la France sur la ligne de confrontation, sous prétexte de défense, ait accru la complexité de la scène. D'autant plus que des avions français sont présents en Jordanie et en Israël pour intercepter les attaques, ce qui a effectivement entraîné l'île de Chypre dans le brasier de la confrontation après que ces bases se sont transformées en point de départ ou en cible potentielle, malgré les tentatives officielles de Nicosie de nier l'arrivée de missiles sur son territoire afin d'éviter un choc direct avec l'axe de la résistance. Le plus grand défi auquel sont confrontées les forces américaines actuellement réside dans l'incapacité de sécuriser le détroit d'Ormuz par les seules frappes aériennes et de missiles.
Les analyses militaires indiquent que le contrôle effectif de cette voie navigable est vital, nécessite une intervention terrestre et des opérations de débarquement de grande envergure pour les forces spéciales, soutenues par des forces terrestres lourdes, ce qui signifie glisser vers une guerre totale et directe. La performance que Trump a décrite comme excellente n'empêche pas le fait que les porte-avions, tels que le Lincoln et le Ford, sont devenus des cibles fragiles face à la nouvelle technologie des missiles iraniens. En particulier les missiles hypersoniques, dont l'un a effectivement frappé un porte-avions et l'a forcé à déplacer son théâtre d'opération loin des côtes iraniennes. De même, l'implication de pays comme Bahreïn, les Émirats arabes unis et le Qatar en tant que base arrière, ou à travers la protection des bases américaines situées sur leur territoire, place toute la région en état d'alerte maximale. Ces pays refusent d'être de simples arrière-cours et considèrent les bases américaines comme faisant partie de leur sécurité nationale, ce qui a poussé le secrétaire à la défense américain a déclaré que Washington leur avait demandé de ne pas intervenir, mais qu'ils avaient choisi d'activer leur défense de manière indépendante, reflétant l'ampleur de l'inquiétude régionale quant au risque de voir les choses échapper à tout contrôle face à l'insistance d'Israël à présenter un récit de terrain sec et dépouillé d'émotions politiques, confirmant que la bataille n'en est qu'à ses débuts et que la destruction d'un seul navire ne signifie pas la fin du conflit naval, avec un État possédant un arsenal de sous-marins capable de paralyser le commerce mondial en quelques instants. L'analyse approfondie de ces développements montre qu'il existe un fossé entre l'ambition politique et la réalité opérationnelle, alors que Trump insiste sur le fait que les opérations se déroulent plus rapidement que prévu et qu'elles ont visé de hauts responsables iraniens, y compris Khamenei, tandis que les cercles militaires israéliens restent extrêmement prudents et se concentrent sur l'évaluation des dommages réels infligés aux infrastructures militaires. Le naufrage de la frégate Jamaran à son quai constitue une réussite technologique, mais il révèle également la nature des cibles faciles qui ont été piégées, tandis que les sous-marins iraniens, tapis dans les profondeurs des mers et répartis dans des caches secrètes, constituent l'enjeu décisif qui n'a pas été sérieusement touché jusqu'à présent. C'est le cœur du différend de renseignement entre Washington et Tel Aviv, cette dernière craignant que l'optimisme excessif des Américains ne conduise à ignorer les menaces tapies sous la surface de l'eau, d'autant plus que le Hezbollah au Liban est déjà entré de facto dans la confrontation, ce qui a nécessité la mobilisation de soldats de réserve israéliens. La guerre est ainsi passée de simples frappes chirurgicales contre des réacteurs ou des navires à un conflit existentiel englobant de multiples fronts, commençant au détroit d'Ormuz et atteignant les rives de la Méditerranée, plaçant le monde devant un tournant historique qui pourrait redessiner la carte des puissances au Moyen-Orient en fonction des résultats de cette confrontation navale et aérienne, laquelle ne respecte plus les règles d'engagement traditionnelles. En conclusion, l'analyse de cette escalade sans précédent entre Washington, Tel Aviv et Téhéran révèle une fracture stratégique majeure qui dépasse le simple cadre d'un affrontement naval. Les sous-marins de la marine iranienne constituent un enjeu décisif, car cette divergence de constatation sur le terrain souligne l'incertitude qui plane désormais sur l'issue de la guerre navale dans le golfe d'Oman. Le scepticisme israélien face aux déclarations triomphalistes de la Maison-Blanche ne relève pas d'une simple prudence diplomatique, mais d'une analyse rigoureuse des réalités tactiques. La destruction de la frégate Jamaran, bien que symbolique, ne neutralise en rien la menace asymétrique représentée par les centaines de petites unités rapides et, surtout, par la flotte de sous-marins iraniens de classe Kilo et Ghadir, dont la discrétion acoustique reste un défi majeur pour les systèmes de détection automatique. L'obstination de l'administration américaine à présenter un bilan de 9 navires détruits pourrait masquer une volonté politique de rassurer les marchés mondiaux de l'énergie, alors que le détroit d'Ormuz est devenu une zone de combat active. Cependant, les rapports provenant du renseignement militaire israélien suggèrent que Téhéran a délibérément sacrifié des unités de surface obsolètes ou secondaires pour préserver son atout, une capacité de déni d'accès A2/AD reposant sur des mines intelligentes et des torpilles à haute vélocité. Le retrait forcé du porte-avions USS Abraham Lincoln à la suite de l'impact psychologique et physique des missiles hypersoniques marque un tournant historique dans la projection de puissance navale américaine au XXIe siècle. Pour la première fois depuis des décennies, la suprématie des groupes aéronavals est directement contestée par une puissance régionale capable de saturer les défenses antimissiles les plus sophistiquées. Sur le plan géopolitique,
L'application croissante de la France et du Royaume-Uni, par l'intermédiaire de leurs bases et de leurs moyens d'interception, transforme ce conflit en une confrontation internationale où chaque erreur de calcul pourrait déclencher une conflagration mondiale. L'activation des défenses en Jordanie et l'utilisation de l'espace aérien chypriote créent une architecture de sécurité hybride où les frontières entre défense et agression s'estompent. Israël, tout en restant un allié indéfectible des États-Unis, semble craindre que l'approche de Trump, axée sur des frappes spectaculaires mais peut-être superficielles, n'aboutisse qu'à une réponse iranienne encore plus dévastatrice sur le front nord avec le Hezbollah. La mobilisation des réservistes israéliens et le déploiement de batteries Iron Dome supplémentaires indiquent que Tel Aviv se prépare à une guerre d'usure longue, loin des scénarios de victoire rapide évoqués par Washington. Le silence stratégique de Téhéran concernant ses pertes humaines, couplé à la mise en avant de la vague rouge de ses missiles, démontre une résilience psychologique et une préparation logistique minutieuse. L'Iran semble avoir intégré la possibilité d'une invasion terrestre, comme en témoignent les mouvements de troupes vers le sud et la sécurisation des ports stratégiques. Si les États-Unis devaient passer à l'étape suivante, à savoir un débarquement pour sécuriser le détroit d'Ormuz, le coût à vie humaine et l'impact sur l'économie globale seraient incalculables. La marine iranienne, bien que techniquement inférieure en nombre, utilise la géographie complexe du Golfe comme un multiplicateur de force, transformant chaque îlot et chaque crique en rampe de lancement potentielle. En fin de compte, la bataille de mars 2026 ne sera pas jugée sur le nombre de navires coulés sur le papier, mais sur la capacité des acteurs à maintenir la libre circulation des ressources énergétiques ou à briser la volonté de l'adversaire. Le démenti israélien sert de rappel cinglant. Dans la guerre moderne, l'information est une arme aussi puissante que le missile, et la vérité sur le terrain est souvent plus complexe que les tweets présidentiels. Les sous-marins iraniens, tapis dans l'ombre et invisible au radar, demeure l'épée de Damoclès suspendue au-dessus du commerce mondial, rappelant à tous que le véritable pouvoir ne se mesure pas seulement à ce que l'on détruit, mais à ce que l'on est capable de protéger dans le chaos de la guerre totale. L'heure n'est plus aux déclarations hâtives, mais à une réévaluation profonde des équilibres de force. Car si la frégate gît désormais au fond de l'eau, l'esprit de défi de Téhéran et ses capacités sous-marines intactes laisse présager que le plus dur reste à venir pour la coalition dirigée par Washington. La région est désormais entrée dans une phase de statu quo violent, où chaque partie teste les limites de l'autre sans pour autant déclencher l'apocalypse finale, mais avec la certitude que les règles du jeu ont changé à jamais. La supériorité technologique occidentale est mise à rude épreuve par l'ingéniosité tactique d'un adversaire qui n'a plus rien à perdre et qui utilise le détroit d'Ormuz comme levier de pression universel. Alors que les flammes de la guerre continuent de lécher les côtes de l'Iran et que les débris de la marine de surface flottent dans les eaux du Golfe, le monde regarde avec anxiété vers les profondeurs, là où se joue réellement le destin de cette crise sans précédent. Cette crise